Les stars d'Hollywood gagnent souvent des fortunes immenses, menant des vies de luxe et de célébrité. Cependant, la richesse ne dure pas toujours toute une vie. Beaucoup des acteurs et chanteurs les plus réussis de l'âge d'or d'Hollywood sont tragiquement morts pauvres, malgré leur succès et leur popularité à leur apogée. Dans cette deuxième partie de notre série sur les acteurs et chanteurs de l'âge d'or qui sont morts dans la pauvreté, nous examinons les raisons de leur chute financière et découvrons combien de dettes ils avaient au moment de leur mort. George Raft. George Raft était un acteur de premier plan pendant l'âge d'or d'Hollywood, renommé pour ses interprétations de gangsters dans des films classiques. Il a gagné en notoriété avec son rôle de Gino Rinaldo dans Scarface, 1932, et a solidifié sa réputation avec des performances dans des films comme They Drive by Night, 1940, et Some Like It Hot, 1959. Malgré son succès et ses gains considérables, Raft a rencontré des difficultés financières importantes plus tard dans sa vie. Raft était connu pour son style de vie extravagant et ses habitudes de dépenses généreuses, soutenant souvent ses amis et sa famille, ce qui a considérablement épuisé sa richesse. Il avait un penchant pour le jeu, et des pertes substantielles au fil des ans ont érodé sa stabilité financière. Raft a notamment refusé des rôles majeurs qui sont devenus des succès énormes pour d'autres acteurs, tels que Le Faucon Maltais et Casablanca, qui ont tous deux propulsé la carrière de Humphrey Bogart. Ces décisions ont affecté son potentiel de gain à long terme. Ses liens avec des figures douteuses et son implication dans des affaires douteuses ont également eu des répercussions financières négatives. À la moitié des années 1960, la situation financière de Raft s'était considérablement détériorée. Il a déclaré faillite en 1966 en raison de dettes croissantes et de problèmes fiscaux. Malgré les tentatives de relancer sa carrière avec des rôles mineurs et des apparitions publiques, il n'a pas pu retrouver une stabilité financière. Lorsque George Raft est décédé le 24 novembre 1980, à l'âge de 79 ans, il était apparemment en difficulté financière. Marvin Gaye. Sans aucun doute, Marvin Gaye était un chanteur et compositeur talentueux qui a créé de nombreuses chansons à succès. Son album What's Going On est souvent classé comme l'un des meilleurs albums de l'histoire de la musique. Malgré son succès musical et ses nombreux fans, Marvin n'était pas doué pour gérer son argent. La plupart de ses gains ont été versés à ses deux ex-femmes après l'échec de ses mariages. Il avait aussi de graves problèmes fiscaux qui l'ont forcé à déménager en Europe pendant un certain temps. Pour payer les 600 000 $ qu'il devait à son ex-femme en pension alimentaire, il a dû renoncer aux droits de son album, Here, My Dear. Les problèmes semblaient le suivre partout, et pour faire face, il s'est tourné vers la drogue et l'alcool. Ses habitudes ont encore aggravé ses problèmes d'argent. Le 1er avril 1984, Marvin s'est trouvé impliqué dans une dispute entre ses parents. L'altercation est devenue violente, et son père, Marvin Gaye Sr., lui a tiré 2 fois dans la poitrine. La première balle a touché son cœur et a été fatale. Marvin est mort quelques minutes plus tard, un jour avant son 45e anniversaire. Il est décédé sans le sou et profondément endetté. Elvis Presley. Elvis Presley est devenu célèbre au milieu des années 1950 grâce à une longue série de succès retentissants qui sont encore adorés par les fans aujourd'hui. Presley a également lancé sa carrière cinématographique à cette époque, décrochant des rôles principaux dans des films tels que Jailhouse Rock et Blue Hawaii. On estime que le roi du rock and roll a gagné quelque part entre 100 millions de dollars et 1 milliard de dollars au cours de sa carrière épique. Pourtant, lorsqu'Elvis Presley est mort d'une crise cardiaque en 1977, à l'âge de 42 ans, il n'avait que 5 millions de dollars à la banque. En fait, il est décédé en devant le double de cette somme à l'IRS en impôts non payés, après des années de dépenses extravagantes et de dépendance aux drogues. En tant qu'héritier de la succession, l'ex-femme d'Elvis, Priscilla, et son père Vernon ont dû régler l'énorme facture fiscale. Priscilla a travaillé sans relâche pour redresser la situation du domaine, transformant par la suite la maison bien-aimée d'Elvis, Graceland, en une grande attraction touristique. En conséquence, le domaine valait une somme incroyable de 100 millions de dollars au moment où il a été transmis à la fille du couple, Lisa Marie Presley, en 1993. Lisa Marie elle-même était apparemment à 4 millions de dollars dans le rouge au moment de sa mort subite en janvier 2023, avec plus de la moitié de la dette due à l'IRS. Bobby Driscoll. Bobby Driscoll était l'un des enfants acteurs les plus célèbres des années 40 et 50, jouant dans des centaines de films et obtenant un contrat lucratif avec Disney. Découvert à seulement 5 ans et demi, la carrière de Bobby a décollé avec des rôles remarquables dans des classiques comme The Fighting Sullivans en 1944 et Song of the Sun.
1946. En 1950, il gagnait 1750 $ par semaine, ce qui était une somme énorme pour l'époque. Il a également remporté l'Oscar spécial pour enfants pour son rôle dans Le garçon aux cheveux verts en 1949. Son interprétation de Jim Hawkins dans L'île au trésor de Disney a consolidé son statut de star de premier plan, faisant de lui l'un des enfants acteurs les plus célèbres d'Hollywood. À son apogée, Bobby était très demandé, adoré par le public et respecté par ses pairs. Cependant, la gloire et la fortune ont eu de lourds coups personnels. En grandissant, le typecasting a commencé à changer. La puberté a apporté une acné sévère et Hollywood a perdu intérêt, mettant fin brusquement à sa carrière prometteuse à 16 ans. Ayant du mal à faire la transition, Bobby est tombé dans la toxicomanie, ce qui a conduit à de multiples arrestations et à des peines de prison. Sa carrière autrefois brillante s'est éteinte à mesure que les opportunités disparaissaient. Au moment de sa mort en 1968, à l'âge de 31 ans, Bobby Driscoll vivait dans une extrême pauvreté. Il a été trouvé mort dans un immeuble abandonné de l'East Village, seul et brisé, entouré de bouteilles de bière vides. Son héritage en tant qu'acteur talentueux a été éclipsé par sa chute tragique, soulignant comment même les étoiles les plus brillantes peuvent sombrer dans l'obscurité. L'histoire de Bobby Driscoll est un rappel déchirant de la nature éphémère de la célébrité et de l'impact dévastateur des luttes personnelles. Burt Reynolds. Burt Reynolds était une figure emblématique du cinéma américain, célébré pour sa présence dynamique et ses rôles mémorables. Né Burton Leon Reynolds le 11 février 1936 à Lansing, Michigan, il a grandi à Riviera Beach, Floride. Avec un père servant comme chef de la police, Burt a développé une éthique de travail solide et a excellé dans les sports. Il a joué au football à l'Université d'État de Floride, mais une blessure au genou débilitante et un accident de voiture ultérieur ont mis fin à sa carrière sportive, le dirigeant vers le monde de l'acting. Dans les années 1960, Reynolds s'est distingué à la télévision avec des performances remarquables dans des séries comme Gunsmoke, Riverboat et sa propre émission, Hawk. Son déménagement à Hollywood a changé la donne, lui permettant d'obtenir des rôles principaux dans des films d'action tels que Délivrance, White Lightning et Plein la gueule. À la fin des années 1970, Burt était un nom connu de tous, jouant dans la série à grand succès Smokey and the Bandit et d'autres succès au box-office comme Semi-Tough et The Cannonball Run. Son charisme à l'écran et sa polyvalence ont fait de lui l'un des acteurs les mieux payés de son époque, constamment sollicité et adoré par les fans du monde entier. Malgré son succès professionnel, les finances personnelles de Reynolds ont été mal gérées. Suite à son divorce de sa deuxième épouse, Lonnie Anderson, en 1993, Burt a commencé à rencontrer des problèmes financiers importants. En 1996, il a déclaré faillite, accablé de 10 millions de dollars de dettes contre 6 650 000 $ d'actifs. La pression financière l'a forcé à vendre son bien-aimé ranch en Floride du Sud, une possession précieuse de ses années prospères. Dans une interview franche de 2015 avec Vanity Fair, Reynolds a avoué des dépenses imprudentes, de mauvaises décisions financières et une confiance mal placée envers les mauvaises personnes, ce qui a conduit à sa chute. Bien qu'il ait réussi à stabiliser quelque peu ses finances plus tard, Burt Reynolds est décédé le 6 septembre 2018 à l'âge de 82 ans, après avoir vécu une chute dramatique de la royauté hollywoodienne à la précarité financière. Anita Ekberg était l'une des actrices les plus glamour et recherchées des années 50 et 60. Née en Suède et élevée en Italie, elle a accédé à la célébrité avec son rôle inoubliable dans la Dolce Vita de Fellini. Connue comme une bombe blonde aux apparences époustouflantes, Ekberg est devenue un symbole de beauté et de charme, jouant aux côtés de légendes hollywoodiennes comme John Wayne, Jerry Lewis et Dean Martin. Ses performances ont captivé les publics du monde entier, faisant d'elle l'une des actrices les mieux rémunérées de l'industrie cinématographique pendant ses années de gloire. Au sommet de sa carrière, Ekberg était très demandée, apparaissant à l'écran dans de nombreux films à succès et touchant des salaires considérables. Elle menait un style de vie somptueux, profitant des avantages de la célébrité avec des maisons de luxe, des vêtements de créateurs et des fêtes exclusives. Son aura la rendait très prisée des réalisateurs et producteurs, lui assurant un flux constant de rôles et un succès financier. Cependant, la fortune d'Ekberg a pris un tournant dramatique dans ces dernières années. Malgré son succès passé, elle a fait face à une mauvaise gestion financière sévère et à des tragédies personnelles. Elle a perdu sa richesse à cause d'individus véreux, a subi un incendie dévastateur de sa maison et a lutté contre des frais médicaux croissants. Ces difficultés l'ont dépouillée de la vie glamour qu'elle menait autrefois. Au moment de sa mort en 2011 à l'âge de 83 ans,
Anita Ekberg vivait dans la pauvreté en Italie. Elle sollicitait l'aide financière de la Fondation Fellini, soulignant le contraste frappant entre sa carrière illustre et ses dernières années. Ekberg est morte seule et démunie, une fin tragique pour une étoile qui a brillé dans l'âge d'or d'Hollywood. Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. était un chanteur, acteur et comédien légendaire, gagnant le titre de Monsieur Show Business en tant qu'artiste afro-américain le plus célèbre du XXe siècle. Au sommet de sa carrière, Sammy fascinait les audiences du monde entier, jouant dans des films emblématiques comme Ocean's 11 de 1960 avec le Rat Pack, aux côtés de Frank Sinatra et Dean Martin. Sa chanson à succès de 1972, The Candyman, non seulement a atteint la première place des charts, mais lui a également valu une nomination au Grammy, consolidant ainsi son statut d'artiste de premier plan. Pendant son apogée, Davis était extrêmement demandé, commandant des salaires élevés pour ses rôles dans le cinéma, la télévision et les performances en direct. À son sommet, il gagnait des millions par an grâce à sa vaste œuvre et son immense popularité. Cependant, le succès financier de Sammy Davis Jr. fut de courte durée. Des années de dépenses extravagantes en articles de luxe, en fêtes somptueuses et un style de vie très médiatisé ont épuisé sa fortune. Son amour pour les belles choses de la vie l'a conduit à prendre de mauvaises décisions financières, y compris des jeux d'argent excessifs et des investissements coûteux. De plus, Sammy a fait face à d'importants problèmes fiscaux, accumulant environ 7 millions de dollars en impôts impayés au fisc américain. Au moment de sa mort en 1990 dû à un cancer, Sammy Davis Jr. était complètement fauché. Malgré son succès monumental et les millions gagnés à son apogée, il est mort dans une situation financière difficile. Après son décès, les droits d'auteur de ses apparitions cinématographiques et télévisuelles, ainsi que les ventes de ses disques et objets de collection, ont été directement dirigés vers l'IRS pour éponger ses dettes substantielles. Mickey Rooney. La carrière illustre de Mickey Rooney dans le show business s'est étendue sur 9 décennies, faisant de lui l'un des acteurs les plus durables et aimés d'Hollywood. Il a joué dans des centaines de films, y compris le méga-succès Breakfast at Tiffany's, mettant en valeur son incroyable polyvalence et talent. Des acteurs renommés comme Laurence Olivier l'ont un jour qualifié de meilleur qu'il y ait jamais eu, soulignant ses compétences exceptionnelles et son charisme. Au sommet de sa carrière, Rooney était une grande attraction du box-office, gagnant des millions de dollars par an. Son charme et son charisme en ont fait un favori parmi les publics et les cinéastes, assurant un flux constant de rôles lucratifs et d'endossements. Malgré son immense succès et ses gains substantiels, la vie personnelle de Rooney était tumultueuse. Il a lutté contre l'alcoolisme et la dépendance aux narcotiques sur ordonnance, ce qui a eu de graves conséquences sur ses finances et ses relations personnelles. Marié 8 fois, bon nombre de ses mariages étaient sans amour, compliquant encore sa stabilité personnelle. En 1962, une mauvaise gestion financière sévère força Rooney à la faillite, malgré sa richesse substantielle antérieure. Ses problèmes financiers ont continué à s'aggraver au fil des ans. En 2014, peu de temps avant sa mort à 93 ans, Rooney a témoigné devant le Congrès, révélant que plusieurs membres de sa famille l'exploitaient et l'abusaient physiquement. À sa mort, sa fortune de plusieurs millions de dollars avait diminué à seulement 18 000 $, le laissant sans le sou. Il n'y avait même pas assez d'argent pour couvrir les frais de ses funérailles, marquant une fin tragique à une carrière autrefois glorieuse. Meat Loaf, né Michael Lee. Un jour, le 27 septembre 1947, Meat Loaf a atteint des sommets phénoménaux en tant que chanteur et acteur. Son album de 1977, Bat Out of Hell, est devenu l'un des 5 albums les plus vendus de tous les temps, se vendant à 43 millions d'exemplaires et recevant 14 fois le disque de platine de la Recording Industry Association of America. Ce chef-d'œuvre a renforcé son statut d'icône du rock, tandis que sa carrière d'acteur a prospéré avec des apparitions dans plus de 100 films, y compris Fight Club et Wayne's World. À son apogée, Meat Loaf était une véritable puissance financière, cumulant des millions de ventes d'albums, des tournées et des rôles au cinéma. Cependant, en coulisses, l'empire financier de Meat Loaf a commencé à s'effondrer. En 1983, il a déclaré faillite en raison d'une mauvaise gestion financière, de problèmes de dépendance et de coûteuses batailles juridiques. Sa relation tumultueuse avec le parolier Jim Steinman a conduit à de multiples procès, dont une demande stupéfiante de 500 millions de dollars. Finalement, Meat Loaf a fait face à 45 procès totalisant 80 millions de dollars.
le forçant à faire une tournée intensive pour couvrir ses dettes croissantes. Il a perdu sa maison et ses droits d'édition, avec des royalties non payées de Sony, estimées à 5 millions de dollars. Malgré ces difficultés, la résilience de Meat Loaf a brillé. En 1993, il a sorti Bad Out of Hell 2, présentant son plus grand succès, I'd Do Anything for Love, But I Won't Do That, qui a revitalisé sa carrière et l'a aidé à se rétablir financièrement. Au moment de sa mort en 2022, Meat Loaf avait accumulé une valeur nette de 40 millions de dollars, montrant sa capacité incroyable à rebondir après une quasi-ruine financière. Billie Holiday. Dans les années 1930 et 40, la voix de Billie Holiday était une pure magie. Son phrasé unique et sa profondeur émotionnelle ont révolutionné le chant jazz, lui valant le surnom de Lady Day par le saxophoniste Lester Young. À son apogée, elle attirait des spectacles à guichets fermés au Carnegie Hall et gagnait jusqu'à 1 000 $ par semaine dans des lieux prestigieux comme le Cave Society, une somme astronomique pour une artiste noire à l'époque de la ségrégation. Son enregistrement de 1939, Strange Fruit, une protestation poignante contre le lynchage, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et est devenu sa chanson emblématique. Mais sous le glamour se cachaient des blessures profondes. Agressée sexuellement à l'âge de 10 ans et forcée à se prostituer à 14 ans, les traumatismes précoces de Holiday l'ont hantée toute sa vie. Elle se retrouvait attirée par des hommes abusifs qui l'exploitaient financièrement et émotionnellement. Alors que sa renommée grandissait, sa dépendance à l'héroïne et à l'alcool augmentait également. Sa déchéance fut rapide. Dans les années 1950, ses arrestations pour drogue et la perte de sa carte de cabaret signifiaient qu'elle ne pouvait plus se produire dans les clubs de New York. Des managers sans scrupules détournaient ses revenus, tandis que les maisons de disques lui versaient une infime partie de ses royalties. Sa voix, autrefois douce et puissante, est devenue rauque et fragile. En mai 1959, Holiday a été admise au Metropolitan Hospital à New York, son corps ravagé par la cirrhose et une maladie cardiaque. Toujours arrêtée pour possession de drogue, elle était menottée à son lit d'hôpital. Lorsqu'elle est décédée le 17 juillet 1959, son compte en banque ne contenait que 750 $, une misère comparée aux millions que sa musique avait générés. Tragiquement, même jusqu'à sa mort, elle était sans le sou. Florence Ballard. Au début des années 1960, Florence Ballard était au sommet en tant que membre fondatrice des Supremes, l'un des groupes les plus réussis de Motown. Connue pour sa voix puissante, que Berry Gordy a qualifié de pilier du son des Supremes, elle a interprété 16 tubes du top 40, dont des numéros 1 comme Where Did Our Love Go, Baby Love et Stop, In the Name of Love. Au sommet de leur carrière, les Supremes étaient sans doute le groupe vocal le plus réussi d'Amérique, Ballard gagnant environ 100 000 $ par an, une somme remarquable pour une femme noire dans les années 60. Mais derrière les robes pailletées et les projecteurs, les tensions couvaient. À mesure que Diana Ross gagnait en notoriété au sein du groupe, Ballard se sentait de plus en plus mise à l'écart. Ses luttes contre la dépression et l'alcool s'intensifièrent. En 1967, après des disputes avec la direction de Motown, elle fut brusquement expulsée du groupe qu'elle avait fondé. La chute de Ballard fut rapide et brutale. Sa carrière solo échoua, avec son album chez ABC Records en 1968, qui n'entra pas dans les charts. Ses batailles juridiques avec Motown épuisèrent ses ressources. En 1971, elle fut forcée de demander de l'aide sociale pour subvenir aux besoins de ses 3 jeunes filles. Sa maison de 139 500 $ dans l'avenue exclusive de Buena Vista à Détroit a été saisie. La dépression et l'alcoolisme ont resserré leur emprise, alors qu'elle luttait pour maintenir une stabilité de base. En 1975, elle vivait avec des paiements d'aide sociale de 392 $ par mois. Le 22 février 1976, Ballard est décédée d'un caillot sanguin coronarien à l'hôpital Mont-Carmel Mercy, une fin tragique pour une femme qui avait autrefois dominé les scènes du monde entier. Elle n'avait que 32 ans, laissant derrière elle 3 filles et un héritage de promesses non tenues. La chanteuse qui avait contribué à créer les Supremes est morte avec à peine assez d'argent pour couvrir ses frais funéraires. Joe Louis. Joe Louis a dominé la boxe comme peu d'athlètes ont dominé un sport. En tant que champion des poids lourds de 1937 à 1949, il a défendu son titre avec succès 25 fois, gagnant le surnom de Brown Bomber pour son pouvoir dévastateur de frappe. Ces combats étaient des événements nationaux.
Son match revanche en 1938 avec Max Schmeling a attiré une audience radio de 70 millions d'Américains. À son apogée, Lewis a gagné environ 4,6 millions de dollars durant sa carrière de boxeur, équivalent à environ 60 millions de dollars aujourd'hui, commandant des bourses allant jusqu'à 600 000 dollars par combat. Des sommes astronomiques pour l'époque. Mais les problèmes financiers de Lewis ont commencé même au sommet de sa carrière. Sa générosité était légendaire. Il soutenait un entourage immense, donnait généreusement à ses amis et sa famille, et faisait des dons importants à des œuvres de bienfaisance militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, son sens des affaires n'était pas à la hauteur de ses compétences en boxe. Des investissements ratés dans des entreprises comme le restaurant Joe Louis, la compagnie d'assurance Joe Louis et diverses autres affaires ont épuisé ses ressources. Le coup le plus dévastateur est venu de l'IRS. En raison de sa décision de donner ses gains de service militaire au fonds de secours de la marine et de l'armée, Louis a fait face à une lourde charge fiscale. L'IRS a continué d'appliquer des intérêts sur sa dette fiscale, même pendant son service militaire, le laissant devoir environ 1 200 000 dollars en arriérés d'impôts et pénalités à la fin de sa carrière. Désespéré de payer ses dettes, Louis fut contraint de continuer à se battre bien au-delà de son apogée. Après une défaite humiliante contre Rocky Marciano en 1951, il s'est tourné vers la lutte professionnelle et a travaillé comme hôte de casino à Las Vegas. Malgré ses efforts, il n'a jamais échappé à ses problèmes financiers. Dans ces dernières années, il a lutté contre une dépendance à la cocaïne et la paranoïa, passant du temps dans un hôpital psychiatrique. Lorsque Joe Louis est mort en 1981 à l'âge de 66 ans, il était pratiquement sans le sou, vivant avec une pension mensuelle de 300 $ de l'État du Nevada. L'homme qui avait gagné des millions et servi de héros national pendant la Seconde Guerre mondiale ne pouvait même pas se permettre de payer ses propres frais funéraires. Le président Reagan est intervenu pour qu'il soit enterré au cimetière national d'Arlington avec tous les honneurs militaires. Un dernier geste de respect pour un champion qui, malgré ses déboires financiers, est resté l'une des plus grandes légendes de la boxe.